À la fin du XIXe siècle, il existe donc plusieurs chœurs d'hommes dans notre région. Parfois, ils rassemblent simplement des hommes de toutes conditions. Quelquefois, il est de bon ton de faire partie du cercle choral des notables de la ville. Certains ensembles sont en réalité des chœurs paroissiaux, d'autres réunissent des chanteurs de même obédience politique. On trouve des chœurs constitués d'immigrés de telle ou telle origine ou d'ouvriers de telle ou telle corporation. Il faut dire qu'à une époque marquée par le paternalisme industriel, ce sont bien souvent des chœurs d'usine. Dans les mines, la sidérurgie ou encore le textile, on se retrouve pour chanter, tantôt sous l'égide du patron, tantôt en réaction à la condition ouvrière. Le vivier d'ouvriers est important et c'est pourquoi le grand nombre de chœurs d'hommes dans certaines régions industrielles françaises n'est pas un hasard. Les grands compositeurs musicaux, eux, ne s'y trompent pas et exploitent pleinement le potentiel des chœurs masculins dans leurs œuvres. Brahms, par exemple, qui met en musique un extrait du Voyage en hiver écrit par Goethe, joue de l'effet créé par une voix féminine associée à un chœur masculin. Dans sa Rhapsodie, le chant grave de la soliste exprime la détresse d'un vagabond solitaire. Quand le chœur d'homme se joint à elle, le chant se transforme en prière pour qu'un esprit céleste allège cette douleur de l'âme. Cette pièce n'est pas souvent jouée, il faut en effet disposer d'un orchestre, d'une soliste de grande virtuosité et d'un de ces trop rares chœurs masculins. Vous avez certainement perçu à quel point un plateau réunissant autant de choristes masculins est exceptionnel et même inédit. Il ne vous reste qu'à découvrir nos trois merveilleuses solistes féminines. La première d'entre elles est une mezzo-soprano qui va vous interpréter l'exigeante mais sublime rhapsodie de Brahms. Je vous remercie, mesdames et messieurs, d'accueillir Joëlle Charlier.
Avant 1880, existait à Luin plusieurs chœurs d'usines textiles qui se sont ensuite vraisemblablement regroupés pour former un seul chœur, appelé les Ouvriers Réunis. En 1881, Jules Ferry promulgue une loi obligeant toutes les associations à se déclarer avec dépôt de ces statuts en préfecture et instaurant la responsabilité civile du président de la société. Aucun choriste n'accepte d'endosser cette responsabilité et le chœur des Ouvriers Réunis est dissous. Mais presque aussitôt, un tenancier de café alluinois, qui y voyait probablement un certain intérêt commercial, accepte la présidence du chœur et dépose en 1883 ses statuts sous le nom de la Lyre alluinoise, une société de chant choral, laïque et apolitique. Notre chœur existe donc depuis bien plus de 140 ans, mais quel âge aurait-il? Nul ne le sait avec certitude. À ses débuts, la Lyre chante lors de toutes les fêtes locales, mais profite également du développement du rail pour participer aux nombreux festivals et concours organisés dans les Flandres françaises et belges. Comme dans la plupart des chœurs d'hommes de l'époque, nul ne se doute que se profile un futur difficile, pour ne pas dire la misère. Parler de misère n'étant rien une transition trop facile avec le grand air du Miserere dans le Trouvère de Verdi. L'histoire développée dans cet opéra en est pour le moins compliquée. Mais si vous suivez bien, vous allez comprendre et vous allez être aidé normalement par un petit schéma sur l'écran là-bas. C'est une histoire tellement compliquée que même à l'Opéra de Lille était distribué un livret, un programme, dans lequel il y avait, à l'attention des auditeurs, un schéma expliquant qui est qui. Alors d'un côté, vous avez le vieux comte de Luna qui a 2 fils. De l'autre, une vieille bohémienne qui a une fille ayant elle-même un fils. Le vieux comte accuse la vieille bohémienne d'avoir jeté un sort maléfique à son fils cadet et la condamne au bûcher. Alors, la jeune bohémienne enlève le fils cadet du comte, qu'elle veut faire mourir pour venger sa mère. Mais, au moment fatidique, elle se trompe et c'est son propre fils qu'elle jette dans les flammes. Elle décide alors de garder et adopter le fils cadet du comte, que tout le monde croit définitivement disparu. Cet enfant devient musicien saltimbanque, c'est le Trouvère. Le fils du comte, le fils aîné du comte a quant à lui succédé à son père et il veut épouser Léonora. Mais Léonora est amoureuse de Manrico, un jeune troubadour qui lui chante de jolies sérénades. Alors le nouveau comte veut faire arrêter et exécuter ce Manrico. Normalement, là, vous avez compris que le comte et son rival Manrico le Trouvère sont 2 frères. Au dénouement de cette tragédie, Manrico et sa mère adoptive sont en prison et c'est à ce moment qu'intervient le Miserere, dans lequel Manrico, depuis sa cellule, fait ses adieux à Léonora. Pour le sauver, Léonora promet au comte de l'épouser s'il libère le Trouvère, mais en secret. Elle s'est empoisonnée pour mourir avant le mariage. Quand elle rend l'âme dans les bras de Manrico, le comte de Luna comprend qu'il a été dupé et se venge en faisant exécuter Manrico, ignorant toujours qu'il vient de faire mourir son propre frère. C'est alors que la jeune bohémienne, je me mélange moi-même, depuis le fond de sa prison, peut clamer qu'elle a enfin réussi à venger l'exécution de sa mère par le père du comte. Ça veut dire, bon, c'était le morceau le plus compliqué de la soirée. Rassurez-vous, ce ne sera pas aussi long pour les autres. Dans le grand air du Miserere, tandis que les chœurs implorent la pitié, Léonora chancelle en entendant les adieux déchirants de Manrico. Pour interpréter Léonora, nous accueillons notre deuxième soliste, la soprano Julie Praillet.
Les événements du début du XXe siècle ne sont pas sans conséquences pour les cœurs d'hommes. En 1905, la loi de séparation de l'Église et de l'État devrait d'autant moins concerner la lyre que celle-ci s'est déclarée laïque. Il en découle néanmoins des tensions avec les chorales paroissiales. Nombre de bonnes épouses chrétiennes contraignent leurs maris à ne plus chanter que dans la chorale de l'Église et les effectifs baissent. Puis survient la Première Guerre mondiale dont de nombreux choristes de la lyre ne reviendront pas. C'est la fin de la belle époque, période d'insouciance et de gaieté, marquée par des progrès sociaux, économiques, technologiques, durant laquelle Offenbach a triomphé avec les contes d'Hoffmann. Outre que ce soit un des plus célèbres morceaux de cet opéra fantastique, vous reconnaîtrez immédiatement la barcarolle qui a été utilisée dans de nombreux films comme La vie est belle de Roberto Benigni ou plus récemment Le grand bain de Gilles Lelouch. Ce duo que vous allez entendre permet assez facilement de visualiser la scène. Deux jeunes femmes sont à bord d'une gondole sur le grand canal à Venise et évoquent une douce et belle nuit d'amour emplie d'ivresse et de baisers. Joël Charlier et Julie Praillet forment pour nous ce charmant duo.
Le premier drapeau de la lyre n'est pas celui que vous voyez ce soir. Il n'est d'ailleurs pas tricolore, alors que nous étions en République depuis déjà 8 ans. Peut-être y a-t-il un lien avec le soutien de la municipalité de l'époque, qui était de tendance royaliste. Il arbore cependant la cravate bleu-blanc-rouge qui est imposée par la loi. Le second drapeau est bien celui qui est sous vos yeux, tout en soie et fil d'or, que nous conservons soigneusement depuis des décennies. Il a traversé les 2 guerres mondiales, a été sauvé plusieurs fois des flammes, et même caché avec notre piano, nos 2 trésors, pendant toute l'occupation allemande. La lyre a survécu à 30 années difficiles. Entre les 2 guerres, elle a célébré son 50aire. Nous en avons une photo qui a certes très mal vieilli, mais qui montre notre drapeau. Après 1945 est venue l'heure de se relancer. En 1953, la lyre organise la célébration de son 70e anniversaire. Défilés, rassemblements musicaux, concerts, pavoisements, la fête concerne toute la ville, dont la grande place est noire de monde. La période des 30 Glorieuses sera pour la lyre une nouvelle aventure. Les aventures sont de toutes sortes, et certaines sont géographiques. Grieg, un compositeur norvégien passionné par le folklore et les légendes nordiques, met en musique l'histoire du roi Olaf Tryggvason, dans laquelle sont évoqués des vikings voguant sur la mer du Nord, partis à la découverte de nouvelles terres. Lorsqu'enfin ils aperçoivent une côte, elle est dans le brouillard. Elle semble inabordable. Le paysage est sombre comme la mort et paraît inhabitable. C'est alors que la brume se dissipe et soudain apparaissent de belles montagnes blanches, des vertes forêts, des milliers de fleurs et des ruisseaux enchanteurs. Les Vikings viennent de découvrir le Groenland et leur seigneur, saisi par la beauté du lieu, décide d'y installer son nouveau royaume. Nous serons les Vikings, tandis que Michel Jacobiec, chef de la lyre, interprétera le roi. Ensuite, nous ferons un entracte, d'une quinzaine de minutes. Durant celui-ci, si vous le désirez, vous pourrez acheter des cartes de prépaiement pour être servi à la buvette qui ouvrira dans le fond de la salle à la fin du concert. Lorsque vous verrez, dans un petit quart d'heure, remonter les musiciens, non, pas les choristes, mais les musiciens à leur place, eh bien vous saurez qu'il faut absolument que vous regagniez les vôtres. Merci beaucoup.